something strange in the sky lately? If you answered yes, you're not alone. On a un membre de l'armée qui nous confirme que ces signalements sont monnaie courante au Chili. Viens voir ça. C'est dingue. Est-ce que vous auriez une explication logique à ce qui se passe sur cette vidéo? Non. Il y a des choses que le gouvernement ne nous dit pas. Le site d'un projet secret. C'est un gros mystère. Il y a des choses qu'on a le droit de savoir. Ils ont l'air d'avoir peur. Est-ce que ma famille est en danger? Et notre planète? Il faut trouver les réponses nous-mêmes. Il se passe des choses étranges. C'est un territoire inexploré. Ce qui s'est passé ici ne me semble pas normal. Ces phénomènes sont de toute évidence l'expression de grandes capacités techniques que l'on ne peut attribuer à aucune culture actuelle sur Terre. On a là un document top secret déclassifié de l'US Air Force qui parle officiellement de l'observation d'éventuels éléments extraterrestres dans notre ciel. Et regarde, ce n'est qu'un seul rapport parmi des dizaines de milliers de documents déclassifiés récemment. C'est une mine d'informations sans limite. Ça pourrait tout changer. A-Type, programme d'identification avancée des menaces aérospatiales. Dès que j'ai entendu parler de ce programme, ça m'a obsédé. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. Pourquoi le gouvernement ferait ça? Pourquoi ils investiraient tout cet argent, tous ces efforts? J'ai passé ma vie à gérer des secrets de gouvernement. Et il n'y a qu'une seule réponse possible à ces questions. C'est parce qu'il y a de quoi enquêter. Mike Cole a 16 ans d'expérience dans les services de renseignement. Il a travaillé pour le FBI, la CIA et la DIA, et dans l'équipe ayant démantelé le réseau terroriste d'Oussama Ben Laden. J'étais en charge des efforts de renseignement à Bagdad. Je devais réunir toutes les sources de renseignement disparates pour traquer les terroristes. Mon boulot, c'est résoudre des énigmes. Donc maintenant que le programme A-Type a été rendu public, je vais aller chercher la vérité, où que cela me mène. Une série de vidéos filmées par l'armée américaine étudiées dans le cadre du programme A-Type sont ainsi aujourd'hui publiques. À ce jour, le Pentagone n'a fourni aucune explication quant à ces objets. Ce qui me fascine vraiment dans ces documents, c'est qu'on a affaire à des militaires et qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils voient. Michael Livingstone se joint à Mike Cole au centre de contrôle. Il est professeur à l'Académie militaire The Citadel et spécialiste en analyse des conflits. Mon boulot, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre quand les nations envahissent d'autres nations. Ce sur quoi on se penche dans cette enquête, ça va être exactement la même chose, mais à l'échelle galactique. Il s'avère qu'on vit à une période où on a cette incroyable convergence de données et de technologie, ce qui nous permet de répondre à une question à laquelle personne n'a pu répondre jusqu'à présent. On va adopter une approche globale et totalement inédite, en réunissant des milliards de données, de témoignages individuels, de posts de réseaux sociaux et de rapports gouvernementaux déclassifiés. Et on va se servir des technologies du Big Data pour découvrir la vérité. L'équipe est armée d'un puissant logiciel d'analyse de liens développé pour la CIA. Tous les fichiers gouvernementaux déclassifiés, photos, posts de réseaux sociaux et récits de témoins aux 4 coins du monde sont convertis en milliards de données consultables que le logiciel analyse pour mettre à jour les connexions jamais remarquées jusqu'à présent. Ce n'est pas juste un moteur de recherche. C'est un outil de service de renseignement qui pourrait être crucial pour répondre à la question « Les extraterrestres sont-ils en train d'établir le contact avec nous ou bien est-ce autre chose ?» Le rapport de l'incident du Nimitz de 2004 ? Oui. C'est ça, ouvrons-le. On va avoir recours aux mêmes méthodologies que celles dont je me sers dans l'analyse des conflits. Donc avant de pouvoir déterminer si les extraterrestres ont contacté l'humanité, on doit d'abord éliminer les technologies terrestres comme source de ce qu'on a pu observer dans notre ciel. Et l'incident du Nimitz en 2004 constitue le meilleur qu'on ait pour commencer à répondre à cette question. Regarde. Incroyable. Le voilà. Regarde ça.
En 2004, le porte-avions USS Nimitz est stationné au large des côtes de San Diego, en Californie, lorsque l'un de ses avions de chasse croise un étrange objet en plein ciel, filmant l'incident grâce à sa caméra infrarouge. Ce n'est pas un Instagrammeur avec son téléphone. On parle d'un porte-avions de 15 milliards de dollars avec ses avions, ses systèmes radars et tout son équipement à la pointe de la technologie. C'est quoi ce truc? Il y a un témoin principal qui a parlé de cet événement, c'est le commandant d'escadrille David Fravor. Il faisait partie de l'une des premières équipes qui s'est lancée et a vu quelque chose. So as we get to about here, about 12 o'clock, is about the time I start pulling my nose onto it. At about here, it goes, and it's gone. My backseater has to go down there, and he's debriefing this, and they're, you know, Men in Black comes out. They start, you know, there's jokes about Men in Black, signs, Independence Day. Le pilote de ce FA-18 est passé sur 8 chaînes différentes. Et il a dit à chaque fois la même chose. Il nous faut de nouvelles infos. Fravor a donné cette interview je ne sais combien de fois, d'accord? C'est le genre de mec qui aime parler. Ouais. Il faut trouver celui dont l'histoire n'a pas été dans tous les médias et qui puisse répondre à la question « Est-ce que ce qu'on voit dans cette vidéo est quelque chose d'extraterrestre qui opère dans notre ciel ?» Compris. Le logiciel d'analyse de liens cherche parmi des millions de documents militaires déclassifiés afin de trouver le personnel gradé qui aurait pu travailler dans le groupe aéronaval du Nimitz à l'époque de l'incident. Affiche ce document déclassifié. Bien reçu. Kevin Mark Day. Contrôleur de défense aérienne. Il a passé 9 ans là-dessus. C'était lui au radar ce jour-là. Il vit où? Dans l'Oregon. Allez, on envoie une équipe. Je crois qu'on peut dire que de tout temps, les gens ont levé les yeux vers le ciel en se demandant si on était seul. La première équipe de terrain se rend à Cave Junction, dans l'Oregon, chez Kevin Day. On a de vraies images d'avions militaires qui sont très convaincantes. Nick Carnegie a travaillé 5 ans dans les opérations spéciales du corps des Marines, en tant qu'agent de renseignement au sol. J'ai appris à lire les gens, à savoir s'ils nous disent la vérité et à comprendre les rapports qu'on obtient de ces entretiens, afin d'obtenir des réponses plutôt que de simples spéculations. Se joint à Nick Sarah Credas, une célèbre journaliste diplômée en astrophysique, que la carrière a menée aux 4 coins du monde pour enquêter sur ce qui se trouve au-delà des limites terrestres. L'idée d'une vie extraterrestre, c'est la question la plus importante qu'on ait jamais posée en tant qu'espèce. Et pour la première fois, on est capable de recroiser la science et l'information pour essayer de répondre à cette question. C'est là? Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin Day. Enchanté, Nick. Ça vous ennuie si je filme? Pas du tout. Super. Voilà. Kevin, quel était votre poste à l'époque de l'incident? Contrôleur de défense aérienne. On essayait de protéger le groupe de frappe et de protéger les biens de l'US Navy. On était donc à une centaine de kilomètres des côtes de San Diego. On était parti pour des entraînements individuels. Et j'ai commencé à remarquer des signaux anormaux. Des objets entraient dans ma couverture radar, et ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il devait y avoir une dizaine d'objets dans le ciel. 10? Dans ma tête, je me suis dit, je veux qu'on intercepte un de ces trucs. Donc j'ai observé les avions d'interception. L'un d'eux a commencé à faire son approche en direction de l'objet, et c'est là que tout a changé. Cette chose a commencé à tourner autour de l'avion. Vraiment? Puis elle est descendue en piqué vers la surface de l'océan. Il s'est mis à la suivre, et dès qu'il a fait ça, cette chose est ressortie de l'eau et elle est remontée jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Quoi? Ça a fait du bruit? Non, c'était complètement silencieux. Un truc qui va aussi vite, ça ferait un son du type boum 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 boum, des bangs supersoniques, mais rien du tout. Vous pouvez nous parler de la technologie dont vous avez été témoin?
Imaginez-vous un tic-tac de 15 mètres de long sans ailes, sans système de propulsion qui puisse se déplacer d'un point A à un point B en l'espace de quelques secondes, même si c'est à des kilomètres. Si quoi que ce soit de biologique s'était trouvé dans cette chose, selon la physique newtonienne, la physique classique, il aurait été réduit en bouillie. Jamais il n'aurait pu survivre à une telle accélération. Le corps humain peut subir jusqu'à 8G, mais cette chose devait être à 1350. On finirait en chair à pâté. Ça me donne la chair de poule. Oui. C'est incroyable, le fait qu'on ait du personnel militaire qui ait été témoin de l'apparition de plusieurs objets, et que non seulement ils l'aient vu de leurs yeux, mais qu'on ait en plus une vidéo officielle du département de la Défense. On ne fera pas mieux. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir vu une chose pareille que vous ne pouvez toujours pas identifier, même des années après? Ça m'inquiète. Parce que si ces choses avaient été hostiles, je ne serais sûrement plus là. Vous avez l'avantage sur nous, et de loin. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait quelque chose dans notre ciel, et c'est très sérieux. Est-ce qu'il s'agit d'une menace? Est-ce qu'on peut prévenir cette menace? Il faut absolument comprendre ce que c'est. Qui puisse se déplacer d'un point A à un point B en l'espace de quelques secondes. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. 1350 G, ça fait plus de 150 000 km/h. C'est dingue. Il y a un autre truc que je trouve très intéressant dans cette interview. Il dit que ça ne faisait pas de bruit, mais c'est juste que lui n'a pas entendu de bruit. Oui, il est dans une pièce fermée, 3 ponts en dessous, au milieu d'un énorme navire. Oui, mais il y a forcément eu un bruit. Un objet se déplaçant à cette vitesse dans l'air produit du bruit. Beaucoup de bruit. Notre atmosphère est une substance, et cette substance agit contre les objets qui se déplacent à travers elle. Regardez nos navettes spatiales. Quand elles entrent dans notre atmosphère, ça produit un bruit assourdissant. Et elles filent seulement à 27 000 km/h. Si des objets se déplacent dans notre atmosphère à ces vitesses extraordinaires, le bruit devrait être la solution pour les suivre. Oui. Donc, on va interroger le logiciel d'analyse de liens et chercher des sons anormaux en provenance du ciel, parce que c'est ça la clé. Regardons ça. Allez. On va entrer détonation, vrombissement. Et le lier aux observations d'OVNI tout pays. Ok. Voyons voir. Beaucoup de résultats. Beaucoup de données. Ok. Alors? On a des bruits bizarres partout dans le monde. Fais voir Moscou. D'accord. Ça fait froid dans le dos. Très étrange. Hey, regarde ça. 22 août 2011. On a 5 sons anormaux qui apparaissent dans nos résultats. Tous le même jour. Pour les autres bruits, on n'a jamais plus d'un seul signalement le même jour. C'est une anomalie claire et nette. C'est quoi le Tampa Stadium? C'est un stade. Capacité environ 30 000 personnes. Tu ouvres? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est le vent? J'ai pas mal de résultats de réseaux sociaux de gens qui étaient dans ce stade et qui se demandent justement si c'est le vent. L'un d'eux se demande si c'est la sono. Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça du tout. C'est étrange. Bon, ok. Si ce bruit vient du ciel, alors il aura été entendu à l'extérieur du stade. Oui. Quel rayon? 30 km. Ok, on a un certain nombre de gens qui relatent certaines choses, dont 2 ou 3 vidéos perso. Et regarde celui-là. Justin G, même date à Saint-Pétersbourg en Floride, à quelques kilomètres. Quelqu'un entend ce bruit dehors? Dehors. Si ce type à 7 km peut confirmer qu'il a entendu le même bruit, alors on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Probablement quelque chose qui ne vient pas de la Terre et qui se déplace à une vitesse folle à travers notre atmosphère. On est à 10 minutes de chez Justin, qui est un témoin auditif du phénomène en question. Sur le terrain, Nick Carnesi, agent de renseignement du corps des Marines, et Sarah Crodas, journaliste et astrophysicienne, enquêtent sur un ensemble de sons s'étant fait entendre dans le ciel le 22 août 2011.
Il se pourrait qu'ils se montrent réticents à nous parler. Beaucoup de gens sont nerveux quand on aborde des sujets sensibles comme celui-là. Ils se rendent chez Justin Jenkins, qui affirme avoir entendu d'étranges sons à 7 km du Tampa Stadium, où un phénomène audio a également été signalé le même soir. Et on y est. Si le son que Justin a entendu est le même que celui du stade, on a affaire à quelque chose de bien plus gros. Enchanté. Enchanté. Merci. Justin, dites-nous ce qui s'est passé le 22 août 2011. Je suis rentré chez moi vers 20h et d'un coup, j'ai reçu un coup de fil de mes voisins me disant qu'il fallait que je sorte, que quelque chose était en train de se produire. J'ai arrêté ce que j'étais en train de faire. Je suis sorti devant chez moi et j'ai entendu ce son énorme. Je sais même pas si je peux dire que c'était fort. Qu'est-ce que vous voulez dire par énorme? Comme le bruit que ferait une énorme plaque d'acier qu'on traînerait sur le sol, du genre... Mais au loin, quoi. Vous le sentiez? C'est ce que je me suis dit au départ. Quelque chose d'aussi énorme, on devrait sentir des vibrations, sentir le sol trembler. Mais il n'y avait rien. Rien ne bougeait. Vous arriviez à comprendre d'où ça venait? J'ai pris ma voiture et j'ai essayé de rouler un peu dans les environs pour comprendre d'où ça venait. Et à chaque fois que je sortais de la voiture, c'était partout. C'était partout autour de nous. Ça semblait venir du ciel. Vous aviez déjà vécu quelque chose de similaire? Il y a plein de sons et de bruits dans le coin. Il y a une base de l'armée de l'air de l'autre côté de la baie, donc on a des avions en permanence. Mais c'était pas un avion, ça. J'avais jamais entendu un truc pareil. J'aurais aimé l'entendre. Ouais. Mes voisins ont enregistré le son avec leur téléphone. Et je l'ai mis sur une clé USB. Prêt? Prêt. This is the noise. What is that? I hope the video is picking it up. Puis de là, ça s'affaiblit. Je trouve ça très convaincant. C'est absolument identique au son du stade. C'est dingue. Et en plus de ça, on est à 7 km du stade. Donc ça élimine tout problème de sonorisation du stade ou de vent dans le stade. Ça m'a fait me demander, qu'est-ce qui se trouve là dehors? Et qu'est-ce qui est si près de nous? Ils sont à notre porte. Avec la copie de cet enregistrement, on a une source d'infos qui va pouvoir nous être très utile. Mais j'ai l'impression qu'on n'entendait pas aussi bien qu'on aurait pu. Il y avait beaucoup de bruit de fond parasite, donc ce serait intéressant de trouver un expert judiciaire en acoustique pour voir si on peut isoler le son et déterminer exactement de quoi il s'agit. Si je me base sur l'enregistrement, ça ne me semble pas être un avion. Peut-être un problème à la base aérienne? L'équipe parcourt une quinzaine de kilomètres jusqu'à la base militaire aérienne MacDill, de l'autre côté de la baie, pour enquêter sur la source de ce son mystérieux. Tu dois savoir quel genre d'avion arrive et repart d'ici. Oui, des avions militaires standards, rien qui sorte de l'ordinaire. Mais qui sait, ça peut valoir le coup de demander à parler avec un chargé des affaires publiques, non? À cette heure-là? Qui sait? Il y a peu de chance, mais bon, on est là. Autant essayer. Allez. C'est clair pour moi, ce que Justin a entendu pouvait venir de la base. Mais c'est à nous d'essayer d'éliminer toutes les connexions possibles à MacDill. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si tu as vu ces véhicules qui sont passés. Ouais. Mais je crois qu'on a éveillé des soupçons. Ils nous surveillent. Ils se sont arrêtés sur la route à sens unique. Et ils sont bien partis pour rester. Surtout qu'il est tard. Je pense qu'on peut laisser tomber. Ouais, pour être honnête, j'ai pas très envie de rester dans le coin.
Oui. L'équipe arrive au laboratoire d'expertise judiciaire acoustique à Saint-Pétersbourg, en Floride. Bonjour. Sarah, enchantée. Nick. Il retrouve Ed Primo, expert judiciaire en acoustique, qui travaille pour la justice locale ainsi que pour le FBI. On a besoin des meilleures technologies pour étudier en détail notre enregistrement et le comparer aux autres qu'on a et essayer de déterminer ce que c'est ou ce que ça n'est pas. Là, c'est l'enregistrement de Justin. C'est le spectre sonore complet de ce que le téléphone a enregistré. This is the noise. What is it? Là, on a la piste audio et ce qu'on regarde là, c'est un spectrogramme. Cette zone colorée plus éclatante, c'est notre son. Le son dont l'origine nous est inconnue. En ayant recours à des algorithmes avancés, le logiciel isole les ondes sonores associées au son inconnu afin de créer une empreinte appelée spectrogramme. Et là, on s'est débarrassé des sons qui pouvaient perturber notre écoute. Et là, c'est seulement le son spécifique. This is the noise. What is it? Très singulier. Et on peut le comparer à la vidéo qu'on a du stade? Oui. Ça, c'est donc l'enregistrement du stade sans les hautes fréquences. C'est juste notre son inconnu. Et ça, c'est le son de Justin. Et on est entre 100 et 300 Hz. Et quand on regarde l'autre enregistrement... C'est la même fréquence. Exactement, on a la même fréquence, ce qui me fait dire qu'il s'agit du même son. Le spectrographe montre clairement que ces deux sons, celui du stade et celui de la vidéo que Justin nous a passé, sont un seul et même son. C'est une vraie révélation. Il y a clairement quelque chose qui vient du ciel qu'on ne peut pas encore expliquer. On peut éliminer un avion, un train, tout ce qui doit bouger pour créer du son. Ed compare le spectrogramme du son inconnu à une base de données de 10 000 spectrogrammes de sons de la Terre, aussi bien naturels que produits par l'homme, Avion, avion de chasse, ambulance... pour savoir s'il existe une correspondance. Le vent est la seule chose que j'ai découverte qui soit similaire. Mais on peut voir que le vent oscille. Il monte et descend en tonalité. Quand on regarde notre son, il est très étroit et très constant tout le long, en bas entre 300 et 100 Hz. Et il n'oscille pas. C'est pour ça que, selon moi, ce n'est pas du vent. Donc, vous auriez une idée de ce que ça peut être? Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vu jusque-là. En combien d'années? 35 ans de métier. Donc, en 35 ans, vous n'avez jamais rien entendu qui ressemble à ce son? Non. Ça me donne la chair de poule. Ce son correspond à aucun son terrestre. J'ai besoin de digérer l'info. Ed est un expert en acoustique qui analyse des sons depuis plus de 30 ans. Et le fait qu'il ne sache pas ce qui a produit ce son, si ça ne motive pas à chercher plus loin, je ne sais pas ce qui peut vous motiver. On va se pencher sur l'analyse sonore. Ok. Mike Cole et Michael Livingston repassent en revue les éléments que l'équipe de terrain a trouvés en Floride. Leur logiciel d'analyse de liens a révélé un ensemble de sons étranges, multiples et inconnus émanant du ciel nocturne au-dessus de Saint-Pétersbourg, en Floride, le 22 août 2011. Un expert judiciaire en acoustique qui a 30 ans d'expérience certifie qu'il n'a jamais entendu quoi que ce soit d'humain ou de naturel qui puisse créer ce genre de son. C'est assez grisant. On a montré par une expertise acoustique qu'il s'agit là d'un son sans explication naturelle. Ça pourrait être la preuve que quelque chose qui n'est pas de cette terre se déplace dans notre ciel. On a eu des nouvelles de la part de Sarah et Nick sur le terrain. Ils ont interviewé Margie Blake. Elle affirme avoir vu d'étranges objets dans le ciel ce même soir. Elle ne vit qu'à quelques kilomètres des lieux où les autres phénomènes ont été observés en Floride. C'était le 22 août 2011. Ces lumières ont attiré mon attention. C'était des globes oranges. Il y en avait 50 ou 60 au total. Ils descendaient en groupe, à tournoyer les uns autour des autres. Puis ils ont filé vers le nord et ils ont complètement disparu. Incroyable. Elle nous a donné une vraie info, une direction. Oui, Le nord. exact. On va regarder les cartes.
OVNI. Pan, globe, lumière. Tout ça le 22 août 2011 aux États-Unis. Ok, c'est parti. Il y a beaucoup de trucs. Voilà. Ok, alors, on a plein de choses issues des réseaux sociaux. Regarde ça. D'étranges lumières oranges sont passées dans les airs, comme Margie l'a décrit. Des lumières au-dessus de la ville. Oui. Des lumières clignotantes venues de nulle part. Et si on reporte tout ça sur une carte, c'est comme une flèche qui monte vers le nord, comme Margie l'a dit, puis ça s'arrête. Ça se regroupe quelque part en Virginie. Mais où? Waynesboro, Virginie. Qu'est-ce qu'on sait de cette ville? Ancienne ville minière de taille moyenne, 20 000 habitants, vallée de Shenandoah. J'ai des posts de réseaux sociaux de gens dans cette zone. Venez à Waynesboro, il y a des ovnis dans le ciel à cet instant même. Andrew Santiago, il y a des gens qui voient ces lumières au-dessus de la ville? Pourquoi on a 8 signalements dans une ville de juste 20 000 habitants? C'est remonté sur toute la côte Est, où il y a plein de villes bien plus peuplées. C'est bizarre de les avoir tous sur une même période de 24 heures. Mais ça pourrait être des événements complètement séparés? Ouais. Ça pourrait être un événement à Saint-Pétersbourg et un phénomène météo à Waynesboro. Oui, mais si on pouvait prouver que c'est lié, alors ce serait énorme. Beaucoup de gens ont posté sur les réseaux sociaux à Waynesboro. Je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un à qui parler. Absolument. On va envoyer Nick et Sarah. C'est dingue. Il y a 24 heures, on était en Floride et maintenant, on est en Virginie avec la même météo que chez moi. Nick et Sarah se rendent chez un habitant de Waynesboro, Andrew Santiago, qui a signalé sur les réseaux sociaux avoir vu d'étranges lumières au-dessus de la ville le soir du 22 août. Le fait qu'on ait tellement de signalements qui mènent les uns aux autres, je trouve ça vraiment intéressant. Ça doit être celle-là. Est-ce que ces témoignages à Waynesboro sont liés au phénomène plus global qu'on voit grimper tout le long de la côte Est? Et si oui, est-ce que c'est ici qu'on va avoir des réponses? Bonsoir. Andrew? Ouais. Bonsoir, Nick. Bonsoir. On peut entrer? Ouais. Ça vous ennuie si on filme? Pas de souci. Super. Comment vous m'avez trouvé? On a fait des recherches. On s'est penché sur ces événements du 22 août. C'est pour ça qu'on voudrait en apprendre plus sur ce que vous avez vécu. Je vivais avec mon frère à cette époque. Et lui et sa femme venaient d'aller au lit. Je jouais à un jeu vidéo. Puis j'ai fini par fatiguer, j'ai éteint la télé et je suis allé me coucher. Et à un moment donné, la pièce s'est éclairée. Je comprenais pas ce qui se passait, donc j'ai regardé en direction de la porte pour voir si mon frère était entré, mais la porte était fermée. Et c'est là que j'ai compris que la lumière venait des stores. Suffisamment pour éclairer la pièce, comme s'il faisait totalement jour. Je suis sorti dans le couloir, j'ai vu mon frère et sa femme, et ils m'ont parlé de la même lumière qui était tellement forte qu'elle les avait réveillés tous les deux. Vous êtes sûr que ce n'était pas un rêve? Dans ce cas, on a fait tous les trois le même rêve. Nos chambres donnent sur différents côtés de la maison. Ça a éclairé les deux côtés de la maison en même temps. Donc, une grande source de lumière. Ouais, au-dessus de la maison. Vous avez déjà vu des étoiles filantes? Souvent. Ça aurait pu être un objet entrant dans l'atmosphère. Je sais pas le bruit que font ces trucs-là quand ils entrent dans l'atmosphère, mais j'oublierai jamais le bruit que moi j'ai entendu. Vraiment? C'était quoi ce bruit? C'était comme un grondement. En arrière-plan? Ouais, c'était au loin. Intéressant. Andrew a expliqué avoir vu et entendu quelque chose. Et sa description est très similaire à ce qu'on a entendu en Floride. C'est énorme. Maintenant, on a un lien bien clair. On se rend compte que toutes les routes mènent à Waynesboro. Mais la question est, pourquoi? Vous pensez savoir ce que c'était? On n'a pas encore de réponse, mais on va aider à élucider ça. Belle bibliothèque. L'équipe a reçu l'autorisation d'entrer dans les archives de la ville qui abritent la documentation locale des 200 dernières années. On a tous l'habitude de chercher et trouver les choses sur Internet. Mais dans les petites villes de ce genre, on peut trouver une tonne d'infos qui ne sont pas en ligne.
Regarde ça. Rencontre du type local. La vallée de Shenandoah a l'habitude des rencontres étranges. Au moins 25 signalements d'OVNI entre novembre 64 et janvier 65 ont été sujets aux investigations de l'armée de l'air. 25 signalements entre 64 et 65. Oui, donc sur un an à peu près. Waouh, regarde celui-là. 7 lycéens et le conducteur de leur bus scolaire ont signalé un objet blanc informe dans le ciel au nord de Waynesboro. Il y a des témoignages ici à Waynesboro depuis des décennies. Un armurier du coin rencontre un ovni. En fouillant les archives de Waynesboro, Nick et Sarah tombent sur l'un des premiers signalements d'OVNI de l'histoire de la ville. Bonjour, Sarah Crodas, enchantée. On a retrouvé ce monsieur, David Cheatham, qui a aperçu un ovni ici en 1950. Vous nous racontez cette journée? J'ai regardé la montagne et j'ai vu quelque chose d'argenté. Ça volait lentement et ça n'avait pas d'ailes. En voyant ça, j'ai été sous le choc. Ça a volé en rond 2 fois. Puis ça a basculé sur le côté et ça a filé à la vitesse de la lumière. Vite! Il y a pas mal de gens qui ont vu des ovnis dans cette zone, surtout vers les montagnes. L'histoire de David est cohérente par rapport aux autres qu'on a pu entendre. Il y a quelque chose dans le coin. Je suis surpris qu'il y ait autant de témoignages. C'est pas une région très peuplée, et ça devait l'être encore moins dans les années 60. Ce que je recommande, c'est de reprendre toutes ces coupures de presse et de voir si en les reportant sur une carte, ça donne quelque chose, d'accord? Ça roule. Commençons avec cela. 1965. 65. À l'est de Staunton. Près de Waynesboro. Une sphère bleue et orange planant dans le ciel nocturne. C'était en mars 88. L'objet a filé en sifflant vers le nord-ouest. Donc, vers les montagnes à l'ouest. On a un ensemble de signalements entre Waynesboro et Staunton, pas vrai? Le long de la 250. Si on reporte tout ça sur la carte, ça pointe dans la direction des montagnes, au nord-ouest. Je suis quasiment sûr qu'on devrait enquêter un peu plus dans ces montagnes de la vallée de Shenandoah, au nord-ouest de Waynesboro. Allons-y. C'est immense comme région. L'équipe arrive dans la partie des montagnes de Shenandoah, située au nord-ouest de Waynesboro. C'est juste là. On va s'arrêter et jeter un coup d'œil. C'est parti. Tu vois cette grande zone grise à travers les arbres? On la voit bien derrière. Ce serait bien de trouver un endroit plus en hauteur, qu'on ait encore une meilleure vue. Dans les montagnes en Afghanistan, avec les Marines, on se servait beaucoup de drones. C'est un super outil quand on a de grandes zones comme ça et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va y trouver. Nick et Sarah vont se focaliser sur une zone de recherche de 12 km² au cœur des montagnes de Shenandoah, où des centaines d'observations d'OVNI ont été signalées au cours des 5 dernières décennies. Allez, c'est parti. Super. Pour l'instant, on essaye d'avoir une vue d'ensemble pour voir si quelque chose ressort de prime abord, puis on cherchera zone par zone. Jusque-là, on a quelques pistes, mais les arbres sont tellement près les uns des autres qu'on voit surtout qu'une grande couverture grise. Bon, je vois rien. Je vais passer en mode vision thermique. L'équipe se sert de capteurs thermiques du drone qui peuvent identifier des anomalies via la moindre variation de température. Attends, ça c'est intéressant. Regarde, on a quelque chose. C'est bizarre. Regarde, il y a une différence de 15 ou 20 degrés. Attends, mais il y en a plus. Il y en a 2, 4, 6... 7, 8... Ouais. Presque comme si ça émanait de quelque chose. Mais je ne saurais pas dire. Il n'y a rien, visuellement, qui peut expliquer ça. Je ne sais pas trop ce qui cause ces anomalies thermiques. On a une concentration de points qui sont 20 degrés plus chauds que les zones alentours. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe ici, parce que ça pourrait expliquer pourquoi on a tant de témoignages étranges dans le coin. Munis de leur équipement de montagne, la petite équipe se dirige vers la zone de ces anomalies. Il fera nuit une fois là-bas? Oui.
On n'est pas loin. Nick, viens par là. Quoi? C'est comme un tunnel ou une grotte. Regarde ça. Tu peux éclairer mieux que ça? Bien sûr. L'équipe découvre un trou de 90 cm de large qui semble mener loin sous terre. Il y a plein de gens qui ont vu des choses près de ces montagnes. Et le fait d'avoir un réseau de grottes souterraines dans cette même zone, c'est plutôt intéressant. C'est la meilleure piste qu'on ait pour l'instant. Et vu le chemin qu'on a fait, autant aller voir. Je suis d'accord. On n'a pas d'autre choix que descendre. Un ensemble de témoignages nous a menés de la Floride à l'entrée de cette grotte. Bien sûr, je préférais qu'il fasse jour, mais peu importe, parce qu'il fait toujours noir dans une grotte. Et pas question que je renonce à descendre. Ça se rétrécit énormément et il fait assez chaud. C'est peut-être ça qui explique ce qu'on a vu sur les images thermiques. Je sais pas dans quoi on s'embarque. Ouais, c'est quelque chose, hein. Nick et Sarah sont maintenant à 15 mètres sous terre. Et le passage ne fait plus que 50 cm de large. C'est de plus en plus étroit. Ça va? Ça glisse beaucoup. C'est facile de se sentir désorienté dans ces grottes où les passages ne sont pas très clairs. Il fait sombre et plus on descend, plus on se perd. On se retrouve dans des espaces réduits sans être sûr d'arriver à passer. En fait, c'est stressant. C'est pas facile. Prends ton temps. Dans une situation comme celle-ci, quand c'est l'inconnu pour nous deux, et qu'il y a de quoi être claustrophobe et désorienté, il y a une chose à faire si on commence à stresser ou à s'inquiéter. Il faut s'arrêter et respirer profondément, parce que le plus important, c'est d'avoir un plan bien précis et de tout faire de manière intentionnelle. L'avantage d'avoir une formation militaire, c'est que même si on ne peut pas être formé à toutes les situations, on est formé à comprendre nos réponses émotionnelles et à comprendre comment rebondir. On s'arrête, on inspire, on évalue ce qu'on est en train de faire, on regarde autour de soi, on établit un plan d'action, puis on l'exécute. Tu as un passage étroit là. Je suis à 1 mètre derrière toi. C'est très raide. Qu'est-ce qui se passe? On part de quel côté? Je vais regarder. Qu'est-ce qu'un endroit comme celui-là a à voir avec l'enquête? Pourquoi ça nous a menés ici? Sarah, viens voir ça. C'est grand. Putain. C'est quoi? Tu vois ces stalactites, là-haut? Ouais. Ça met littéralement des milliers d'années à se former. On se croirait dans un autre monde. Je suis surpris de tous les débris qu'il y a sur les côtés. Les roches ne tiennent pas bien. C'est que des gravats. Même ça, là. Je vais prendre une photo. Ouais, regarde-moi tout ça. Waouh, regarde. La physique de base, la science de base, vous dira que les stalactites ne se forment pas de long en large. Elles se forment comme un robinet un peu ouvert. Ça goutte, sauf que c'est des minéraux, pas de l'eau. Et là, on voit qu'on a des formations horizontales, ce qui ne me paraît pas normal. On voit des fissures ici, dans la roche. Le fait qu'on ait des fissures et des stalactites qui sont sur les parois ou au sol au lieu d'être au plafond, ça nous fait dire que quelque chose s'est produit ici. Ces 2 rochers juste là sont intéressants. On dirait pas qu'ils sont là depuis des années. On dirait plutôt qu'ils sont comme tombés du plafond. J'avais jamais vu ça. Là, il y en a qui sont encore intacts. Et en bas, par là, et un peu plus loin, on voit des stalactites intactes. Et de ce côté-là, on dirait qu'elles sont cassées. Là aussi, c'est complètement détruit. Mais de ce côté-là, c'est intact. Je ne sais pas trop ce qui pourrait entraîner un tel degré d'effondrement dans un réseau de grottes comme celui-ci. Et il n'y a qu'une partie de la grotte qui est concernée. Le reste est magnifique. Le sol est stable. Il y a tellement de gravats. Ça a été cassé partout. C'est incroyable de voir à quel point. Là, on a une masse énorme et une brisure très nette. Je n'aurais pas aimé être ici quand tout ça s'est effondré, parce que de toute évidence, il y a eu un gros accident. C'est difficile de dire exactement quoi sans prendre du recul et sans réunir toutes les données.
Mais quelque chose a perturbé cette zone, alors que d'autres zones sont restées totalement intactes. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. On ne dirait pas que ça s'est formé naturellement ici. Je dirais que c'est tombé de là-haut. Je sais qu'il y a des effondrements dans les grottes, les plafonds tombent, mais il y a certains gravats qui donnent l'impression qu'il y a eu des explosions, juste à la vue du volume de roche qui est tombé. Quoi qu'il se soit passé, ça a l'air majeur. Ouais, j'ai du mal à imaginer ce qui aurait pu entraîner ça. Peut-être qu'on est sur quelque chose d'important. On a reçu des photos de Sarah et Nick. Tu les affiches? Oui. Les dégâts sont importants. Oui. C'était soit une bombe, soit un gros séisme. Je vérifie auprès de l'Institut d'études géologiques. Il y a plein de tremblements de terre sur la côte est. Des petits, du genre que personne remarque. Regarde ça. Un séisme de magnitude 5,8 dans le centre de la Virginie. Tu ne vas pas croire à la date. 23 août 2011, même période de 24 heures. Tu rigoles? Un séisme de 5,8, c'est une magnitude très rare pour cette zone. Le plus gros qui ait frappé cette zone en 150 ans. Des dizaines de millions de gens de la Floride au Maine l'ont senti. C'est le séisme qui a endommagé le Washington Monument. On a une vidéo depuis l'intérieur. Regarde comme ça s'effondre. Ça s'est produit pendant les mêmes 24 heures que l'ensemble des témoignages de Waynesboro. Comment c'est lié? Si c'est effectivement lié à ce qu'on a vu jusque-là. D'où venait ce tremblement de terre? L'épicentre est à Mineral, en Virginie. C'est où? À 80 bornes de Waynesboro. 80 bornes de Waynesboro. 80. Pendant les mêmes 24 heures. On a donc des sons inexpliqués qui n'ont jamais été observés jusque-là, entendus à des kilomètres de distance, et des témoins qui ont vu des globes oranges dans le ciel. Sur une carte, les signalements d'OVNI s'étalent sur toute la côte est jusqu'à Waynesboro, en Virginie, où ils se regroupent. Et ça s'avère être l'épicentre de l'événement sismique le plus important de la côte est des États-Unis. C'est incroyable. C'est une coïncidence par-dessus une coïncidence par-dessus une coïncidence. Si c'est une coïncidence, c'est une grosse coïncidence. On a potentiellement dévoilé la première pièce d'une énorme suite logique. On a ouvert la voie à une exploration qui pourrait nous rapprocher de la réponse à la question: a-t-on établi un contact avec les extraterrestres? Qu'est-ce que c'est que ça? Prochainement dans Contact. 400 séismes en l'espace de 14 jours. Au Mexique, des dizaines de personnes ont vu un objet volant non identifié. Il y en a un paquet. Ils ont l'air d'avoir peur. Il se passe quelque chose d'étrange dans la jungle de Rio Blanco. Il ne sait pas ce que c'est. Il y a quelque chose qu'on appelle la gelée stellaire. On trouve cette gelée dans une zone bien précise de la jungle. Regarde,